Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ça sera un plaisir pas d'interviewer, c'est pas une interview. Non, c'est une conversation. C'est une conversation, c'est un dialogue avec Yannick. Bon, on se connaît depuis un certain moment. Oui. On n'a jamais eu l'occasion de se parler comme ça. Et bon, j'ai lu avec grand plaisir les textes. Et donc, je profite aussi pour poser des questions que j'ai toujours voulu poser devant le public. Donc, on a 1 heure à peu près pour notre conversation. Ce que je vais faire, c'est pendant 30-40 minutes, on va parler entre nous. Yannick, je vais la présenter quand même parce que tout le monde la connaît. C'est visible. Mais voilà, Yannick est auteur de nombreux ouvrages et je ne sais pas si elle sait, mais j'ai acheté il y a bien longtemps ce livre sans la connaître. Je l'ai acheté en Haïti pour la somme faramineuse de 35 goudes. J'ai payé 35 goudes pour un livre critique qui s'appelle Entre l'ancrage et la fuite, l'écrivain haïtien. Et c'est même, vous avez signé le truc là, Henri Deschamps. Donc j'étais intrigué par ce livre et j'étais très frappé par le fait qu'on avait maintenant une femme maintenant qui était critique, qui a écrit un texte qui me plaisait énormément. Alors donc après, j'ai vu qu'elle est devenue écrivaine, elle est devenue auteure de 2 recueils de nouvelles, Tantrésia et les dieux et La petite corruption. La petite corruption, je ne connais pas du tout. En fait, c'est grâce à ce texte que quelqu'un a dit qu'il y avait une nouvelle qui était le début de ce texte qui était dans La petite corruption. Après, elle a commencé avec les romans. Donc, on avait Dans la maison du père, 2000, La couleur de l'aube, 2010, Guillaume... 2008 ? Où est-ce que j'ai trouvé ça là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Guillaume et Nathalie, 2013, et Bain de lune, 2014. Donc, Bain de lune. Le récit sur le tremblement de terre. Ah, Faille, ça c'est 2010 alors. Ouais. 2010, d'accord. Ok, donc ça c'était le deuxième essai, le deuxième texte. Oui, pratiquement un essai. Oui, voilà. Donc, elle a commencé comme critique et professeure. Donc, il y a de l'espoir pour nous autres. Et elle a obtenu un des grands prix de 2014 pour son livre Bain de lune. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte. C'est un texte absolument prenant. Ce n'est pas parce que tu es là. Parce que ça traite, c'est une saga, c'est une histoire familiale. Entre 2 familles, les Mésidors d'un côté, qui sont des gens hyper riches, qui dominent le paysage, qui sont des propriétaires terriens, etc. Et les Dorival, la Fleur, qui sont des paysans assez simples, qui vivent, enfin vraiment, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir dans l'univers dans lequel ils vivent. Et tout se déroule à Anse Bleu. Et bien sûr, une question qu'on va poser, que je vais te poser, est-ce que Anse Bleu, c'est une sorte de microcosme d'Haïti? Mais enfin, on y va y arriver. Je vois que beaucoup de commentaires haïtiens ont insisté sur le fait que c'était une sorte de retour au roman paysan. Et en lisant le texte, je me suis dit, mais tous les caractéristiques des romans paysans ne sont pas là. C'est-à-dire, le roman paysan, d'abord, a trouvé son grand moment après l'occupation américaine. C'est-à-dire quand les gens voulaient écrire des textes nationalistes, des textes aussi très engagés politiquement. Oui, il y avait des marxistes, etc., qui faisaient cela. Ce sont des textes à solution, qui proposaient des solutions pour Haïti. Voilà. Heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de solution dans ce texte. En fait, un des personnages s'appelle C'est tout. C'est tout. Il n'y en a plus. Je suppose que ce n'est pas je sais tout. Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je n'avais pas vu cet aspect. C'est intéressant parce que moi c'était juste la dernière. D'accord. La dernière fille. Ouais. Voilà. Donc en général, on appelle soit assez fille, soit c'est toute. C'est tout, c'est fini. C'est vrai, donc il y a des gens qui s'appellent comme ça. Ah bah oui. J'ai jamais entendu ce nom.
Quand on a eu assez d'enfants comme ça suffit. Oui. Alors, donc, avec ce que je viens d'expliquer, est-ce qu'on a un roman? Non, on n'a pas un roman. Ce que je viens de donner, c'est une sorte de schéma un peu général. Où est le roman? Moi, je vous explique où le roman se trouve en lisant juste 2 paragraphes. Le désir. Ça, c'est le roman, n'est-ce pas? Le désir de Tertullien Mésidore pour Holmen d'Orival fut immédiat et brutal, et fit monter en lui des envies de jambes emmelées, des doigts furtifs, de croupes tenues à même les paumes, de senteurs de fougères et d'herbes mouillées. Tertullien Mésidore devait avoir les 55 ans, Holmen d'Orival en avait à peine 16. Ça, c'est le roman. Donc, enfant de 16 ans, convoité par un monsieur qui a presque 60 ans, et le reste, vous allez lire. C'est le roman. Mais je vais commencer avec ce texte, à poser une petite question dessus, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'était un argument. C'était un argument pour la libération de l'écrivain haïtien. Pour la libération de l'écrivain haïtien. Donc, je vais juste lire pour le public, parce que je sais c'est ton texte. Les écrivains du 19e siècle, contraints en effet à l'exaltation de la nation fraîchement indépendante, formuleront sans trêve des réponses à cette nouvelle offensive raciste. On pense à Louis-Joseph Janvier, répondant à Renan avec l'égalité des races, et à Anténor Firmin, répondant à Gobineau par de l'égalité des races humaines. Nos écrivains s'attarderont pendant longtemps sur cette attitude défensive pour parler au nom d'une collectivité dont ils voudront sans cesse prouver qu'elle appartient à l'humanité à part entière. Revendication radicale à l'existence et à la reconnaissance au sens hegelien. Si les prises de position se justifiaient dans le contexte de l'époque, elles incitèrent néanmoins les écrivains à taire toute parole individuelle, tout en émoussant leurs autres capacités d'invention. Et vous sautez après au mouvement indigéniste, Roumain, Lespès, Alexis. Les propositions marxistes prendront le relais du roman paysan entre les années 30 et 60, sans vouloir, ça c'est toi maintenant, en rien minimiser la valeur indéniable de certaines œuvres. Nous signalerons que pour répondre à la fameuse commande sociale, ces écrivains emboîteront le pas au réalisme socialiste, cette impossible esthétique, et parleront eux aussi exclusivement au nom d'une collectivité. Alors donc, je vois que là, c'est vraiment très audacieux comme proposition. C'est-à-dire, c'est une critique des grands écrivains haïtiens. En fait, c'est pas vraiment une critique, c'est juste un constat, ce qui n'enlève rien, par exemple, à la valeur du génie de quelqu'un comme Roumain. Je prends Roumain parce qu'il est à la fois au croisement de l'indigénisme, c'est le premier qui va faire le bureau d'ethnologie en Haïti, presque à la même époque que le musée de l'homme en France, il ne faut pas oublier ça. Donc c'était vraiment très précurseur. Et d'un autre côté, c'est lui qui fonde le premier parti communiste. Donc c'est comme si cette collectivité, enfin cette référence d'identité collective va tout de suite presque naturellement aller avec la revendication politique collective. Mais je pense que ce n'est pas seulement le cas d'Haïti. L'autre jour, je parlais de littérature mineure. On appelle, c'est Deleuze qui disait littérature mineure, c'est une littérature faite par un petit groupe dans une grande langue, donc un peu extraterritorialisée. C'est-à-dire que le fait qu'on écrive en français dans une grande langue, mais dans un pays qui est à majorité créole. Par exemple, il prend le cas de Kafka, il dit, mais Kafka, c'est aussi une littérature mineure. Parce qu'il est obligé d'écrire en allemand alors qu'il est de Prague, mais parce qu'il est un juif. Donc, on prend le cas des Irlandais, c'est un peu la même chose. Donc, ce n'est pas seulement le cas, je pourrais dire, d'Haïti. Et il dit, la caractéristique de sa littérature, c'est qu'elles sont
forcément politique. Parce qu'il y a toujours un besoin de revendiquer. Donc, c'est pas seulement en Haïti qu'il y a ça, il y a ce besoin de revendiquer. Et elles font appel à la collectivité parce qu'il y a ce besoin d'ancrage. Et j'écris le livre, je n'avais pas encore lu ce texte sur Kafka. Donc, ça m'a rassuré un petit peu. Mais il faut dire que dans la littérature haïtienne, il y a eu une évolution, parce qu'à partir des années 1960, avec Haïti littéraire, il y a tout un groupe qui pose vraiment les questions, à savoir, on va poser les questions politiques, d'accord, mais on va poser aussi les questions esthétiques, avec Haïti littéraire. Ça, c'est vraiment le groupe qui va très loin, et c'était des poètes. Donc, qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que ça peut être, la littérature haïtienne? Ouais. Enfin, c'est un livre qui est apparu en 1990. Ouais. Donc, c'était après la chute de la dictature, en 1986. Donc, j'ai l'impression, en le lisant, que la dictature, en effet, avait un peu paralysé la littérature haïtienne. C'est-à-dire demander aux gens de prendre des positions politiques. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bloquer ce mouvement vers la modernité. Alors, la dictature a fait plusieurs choses. C'est qu'on a eu des écrivains qui sont partis dans la diaspora. Et là, je crois qu'ils ont rendu plus complexe la question de l'identité. Donc, on a commencé à poser autrement la question de l'identité. Quand Émile Olivier dit « je suis québécois de jour et puis haïtien de nuit », il rend la chose complexe. Il dit « je suis québécois de jour, haïtien la nuit ». Donc, l'identité, etc., mon passeport, ma terre, etc., il rend la chose un petit peu plus complexe. La jeune génération, par exemple, avec Jean-Claude Charles, quelle est ta nationalité? Je n'ai pas de nationalité, je suis écrivain. Donc, il commence à déplacer la question de l'écriture vers un territoire imaginaire. Ce n'est pas simplement un sol, mais c'est un territoire imaginaire. Et c'est intéressant de voir que ça va complexifier la question et la rendre plus riche. Maintenant, en 86, après la chute de la dictature, il y a une chose intéressante. Le corpus haïtien de littérature était vraiment dominé par la poésie et par l'écriture des hommes. On a commencé à écrire des romans dans les années 70 à l'étranger. Et même quelqu'un comme Despestre, qui était poète en Haïti, devient romancier. Parce qu'il est dans une autre ère culturelle. Parce que le roman demande des tas de choses dans, je pourrais dire, la chaîne de la littérature. Ça demande une maison d'édition, ça demande de l'argent. Parce que quand on est en Haïti, on peut faire un petit recueil de poèmes qu'on fait publier comme ça. Donc c'est vraiment, on est déjà dans quelque chose d'industriel. Après 1986, ce qui va être intéressant, c'est que les femmes vont prendre presque possession du roman. Après 86, il y a Lila Desquiron, il y a Jean-J. Dominique, il y a Ketty Mars, il y a moi. La voix des femmes commence à se faire entendre après 86. Et bon, alors ce qui est intéressant aux États-Unis, les premières à écrire dans une langue autre que la langue officielle, ce sont les femmes. En anglais, Edwidge Danticat, en espagnol, Micheline Dussek. Ce qui est intéressant. Parce que là va se poser le problème, qu'est-ce qu'une littérature nationale? Est-ce que c'est une littérature qui est faite? C'est intéressant. Edwidge Danticat ne parle que d'Haïti, pourtant on fait d'elle une écrivaine américaine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut concevoir la littérature haïtienne, la littérature nationale comme on la concevait au XIXe siècle? Je ne pense que non. Si on prend Salman Rushdie, il est à cheval entre l'Inde, le Pakistan, l'Angleterre. Est-ce que Edwidge Danticat, on va dire qu'elle est simplement écrivain américain? Il faut repenser la question et rendre les choses peut-être plus complexes. Parce que le monde bouge, on n'a plus le monde du 19e siècle. Et je pense que les femmes, sur la question identitaire, sont peut-être moins frileuses. Et ce sont les premières à avoir adopté une langue autre que les deux langues officielles pour pouvoir écrire. C'est intéressant. Bon, ça pose d'autres... Oui. D'autres discussions. Oui, en fait, l'identité de ces écrivains, c'était pour eux, c'est de parler au nom de la collectivité, parler au nom d'un nous, Et dans ton texte, il y a deux narrateurs. Absolument. Et il y a un nous. Et un jeu. Et un jeu. Alors, il y a un jeu et un nous. Enfin, donc on va parler des deux narrateurs. Mais donc,
je sais que tu ne parles pas au nom d'une collectivité, non. Parce qu'il y a des gens critiqué cette tendance dans ces autres textes. Comment tu vois ce nous? Parce que le nous m'a fasciné dans le texte. Et je me disais, mais elle a écrit faille. Donc, est-ce que ce nous, c'est une façon de réagir aux failles qui sont dans la société haïtienne? Mais ce nous est conçu si différemment par différentes personnes. La personne qui m'a fasciné dans le texte aussi, c'est cet étranger qui était en opposition, en dissidence, qui arrive, c'est presque une sorte de Jacques-Stéphane Alexis. Absolument. Il arrive dans le village et il est tué. Il sera tué. Il a laissé une lettre derrière. Après, et cette lettre est lue. Et il parle du nous dans la lettre, et les paysans ne comprennent pas le nous. Je vais juste lire le petit passage. Oui, voilà, page 162. Quand l'étranger arrive. Oui, le pays est entré dans une longue saison de deuil, etc. Nous devons, nous aussi, être prêts à affronter toute ingérence sur cette terre laissée en héritage par nos glorieux ancêtres. Bon, c'est ce type de lettre qu'il a laissé. Et à la fin, c'est le père qui a lu la lettre et qui l'a traduit en créole, je suppose, parce que comprenez le français. Malgré la tristesse du père Bonin, là devant nous, l'étranger nous laissait tout de même, à notre étonnement, l'étranger nous laissait tout de même, à notre étonnement, à notre incompréhension, à nos interrogations. Il parlait d'un pays dont nous ignorions, des gens qui nous étaient lointains, des rêves que nous n'avions jamais caressés. Alors, qui est ce nous qui parle? Entre la nouvelle Bain de Lune qui paraît, 3 pages, qui paraît en 1999, et ce roman il y a 15 ans. 15 ans au cours desquels j'ai fait des tas d'autres choses. Hein. Mais 15 ans au cours desquels j'ai commencé à comprendre mieux, à apprendre aussi. J'ai appris par des historiens, j'ai appris par des sociologues, des anthropologues. Et comme je dis dans Faille, ce que j'apprends, c'est que la plus grande faille historique, il y a la faille géologique, mais la faille historique d'Haïti, c'est bien cette coupure entre les créoles et les bossales. Les créoles, ce sont ceux qui ont pris en héritage quand les colons sont partis, pour faire très bref, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances. Et puis, il y a, en 1760, il y a quand même 60% des gens qui habitent cette île de Saint-Domingue, ce sont des esclaves africains fraîchement arrivés, qui ne sont pas encore dans le moule des esclaves domestiques apprivoisés. Et ce sont eux qui vont être l'armée qui va s'engager pour mettre fin à l'esclavage. Sous la direction, évidemment, de Toussaint, de tous ses chefs. Toussaint était déjà mort, mais des autres qui sont des officiers de l'armée napoléonienne. Mais une fois 1804, la libération d'Haïti, eux ne veulent pas retourner dans le système de plantation. Ils ne veulent pas. La plantation, ils ne veulent pas. Or, ce système de plantation, c'est un système de créolisation qu'on va retrouver dans toute la Caraïbe, puisque les colonies sont encore là, dans toute l'Amérique latine. Donc, ce côté souvent presque atypique, je pourrais dire, d'Haïti, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas. C'est quelque chose il y a cette coupure, on refuse l'implantation, et c'est pour ça qu'on parle souvent du pays en dehors. Dans ce paysage pays en dehors, ils vont se réfugier dans les montagnes, ils créent une culture avec sa cohérence pendant tout le 19e siècle, sa langue, une religion, une façon de voir le monde, une manière d'aménager l'espace. Et ce refus, ce n'est pas un refus seulement contre un État qui, de toute façon, continue l'État colonial en Haïti. Jusqu'à présent, je pourrais dire, continue l'État colonial. Donc, c'est à la fois un refus de l'État colonial et en même temps un refus d'un certain projet de la modernité, en général. Donc, eux, c'est le petit jardin familial, c'est des tas de choses qui n'ont rien à voir avec, je dirais, le grand projet économique ou politique de la modernité. Donc, si on ne comprend pas effectivement ça, on ne va pas comprendre pourquoi Haïti reste dans cette espèce d'atypisme. OK. Donc moi, j'essaie de comprendre. Je ne suis pas née dans une famille
où on pratique le vaudou, je suis allée chez des religieuses, j'ai appris le français. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est formaté comme ça en Haïti, on est formaté aussi pour ne pas comprendre. Je ne dis pas que c'est une éducation, c'est un formatage. À tel point que le livre paraît, il y a des gens qui me rencontrent qui me disent « Ah, mais tu as humanisé le paysan haïtien. » On est en 2017. Parce que pour certaines personnes, la personne qui vient leur vendre des légumes, est-ce qu'elle est complètement une personne? Ils ont encore des doutes. Donc, c'est pour vous dire comment c'est une coupure qui est... Donc, pour moi, je voulais essayer de faire que c'est ce « nous » qui nous regarde, qui se présente, qui nous regarde. Et il fallait que le « nous » soit crédible, audible. Et puis, ce « nous », il bouge. Quelquefois, ce sont les femmes qui vont au marché, quelquefois, c'est le groupe de gens autour de la case, ou bien des cases, parce que c'est un laco. Parce que le mode de vie, justement, du pays en dehors, c'est un mode de vie plus traditionnel, collectif. Tout se fait ensemble. On prie ensemble, on mange ensemble, on partage. Ce n'est pas l'individualisme de la modernité. On partage, il y a un souci d'égalité. Donc, pour moi, c'est montrer ce nous. Mais ce n'est pas un nous statique, parce que moi, je ne crois absolument pas dans les sociétés statiques. Il y a des mutations dans la société. Et la 4e génération, c'est la jeune fille qui déjà ne veut plus. Elle connaît le cybercafé, elle connaît les petites boîtes de nuit, tout ça. Elle n'a pas envie de rester là. Elle est déjà dans une revendication individuelle. Et on a ce jeu. Donc elle, de la 4e génération, elle veut s'exprimer par ce jeu JE. C'est moi. Je suis dans. Et on ne va pas raconter l'histoire parce qu'il y a un mystère. Donc elle est retrouvée sur la plage, dans un état assez pitoyable, et puis elle essaie de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Et c'est elle qui convoque ces 4 générations d'avant. Pour que ce nous soit crédible, parce que moi je ne voulais pas faire du réalisme magique ou du réalisme, ou bien alors une exaltation de la paysannerie, pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment la condition humaine peut se décliner d'une façon autre que ceux qu'on a l'habitude de voir, peut-être en Occident, peut-être non, mais il y a une façon que la condition humaine s'exprime ici. Les rapports de famille, c'est pas maman, papa, les enfants, c'est autre chose, mais l'amour est là. Les rapports homme-femme, c'est pas comme on voit, mais c'est là. La transmission, et la religion, c'est pas juste quelque chose d'exotique, c'est parce qu'on a un problème et que tout le monde veut prier. C'est la relation au sacré. On se demande pourquoi. Parce que les invisibles, c'est très présent. Dans ces univers-là, mais ce n'est pas seulement haïtien. La nature est habitée, donc on la respecte d'ailleurs un peu plus quand on sait qu'elle est habitée. Quand on passe à côté d'une rivière, c'est jamais une rivière. Il y a toujours... C'est animé. Un arbre, c'est pas seulement un arbre, c'est autre chose aussi. Moi, quand je faisais ce livre-là, avec ce nous et ce jeu, ça a été très difficile de rendre le nous crédible. Parce que j'avais jamais vu ça d'ailleurs, fait ailleurs. C'est peut-être la chose qui m'a posé le plus de difficultés. Il fallait que ça soit crédible, que les gens puissent écouter et puis qu'ils y croient. Et puis, bon, la musicalité aussi du texte, il fallait... Donc, plus j'allais dans cet univers que j'apprenais, j'écoutais, j'allais sur plage, j'écoutais les gens parler... Et plus je me disais, oh là là, est-ce que les gens vont me suivre? Finalement, quand je faisais le tour des librairies en France, beaucoup de gens me disaient, mais en fait, on a retrouvé nos arrière-grands-parents. Ah, bon. Et plusieurs fois, j'ai eu ça. J'ai même eu un Thaïlandais dans une salle qui disait, ah oui, mais ça me rappelle un film sur la paysannerie en Thaïlande, j'ai l'impression de le retrouver. Donc ça veut dire que l'universel, c'est beaucoup plus ça. On tend à confondre aujourd'hui l'universel et l'international. L'universel, c'est ça, en fait. Ça pourrait se passer, et dans la préface d'ailleurs, Russell Banks dit, ça pourrait se passer dans l'Idaho, ou bien
Parce que l'universel, c'est les rapports hommes-femmes, c'est les questions que tous les hommes se posent sur le sacré, l'infini, les questions. On a des réponses différentes, mais c'est le rapport à la nature, c'est... Et on a oublié ça, parce qu'on pense que l'international, la vitesse, le fait que l'espace n'existe pas, non, ça, c'est pas l'universel. L'universel, c'est vraiment ce retour à ses fondamentaux, finalement. Donc c'est pour ça que ce nous, pour moi, c'est pas un nous indigéniste ou bien c'est pas un nous du réalisme magique de Garcia Marquez. J'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. Enfin, en lisant le texte, moi, enfin, le nous qui est dans ce texte est différent, par exemple, du nous de Roumain. Parce que Roumain, il y a un nous impliqué souvent dans le texte, dans la narration de Roumain, où il essaie, par exemple, d'avoir le créole mélangé avec le français, vous voyez, d'une façon plus ethnographique aussi, de représenter les voix des paysans. Ici, pour moi, j'étais un peu divisé, parce que d'un côté, il y a cette question de Guinée. C'est-à-dire, et c'est la première fois que j'ai appris ce mot aussi, le franc-guinéen. Je connais Bossal, mais je ne connais pas franc-guinéen. Donc, si Guinée est toujours là, en effet, c'est le père qui décide qui va partir. Le franc-guinéen, c'est, en fait, on dit toujours que c'est l'ancêtre qui était né en Afrique. Donc, c'est lui le franc-guinéen, celui qui vraiment connaissait. Oui, et donc les après autres la sont les mort, descendants. Alors, dans la croyance haïtienne, après la mort, on retourne en Guinée. Mais ça, c'est normal, c'est l'histoire. Il y a quand même la mémoire, il y a quelque chose de traumatisant qui a eu lieu quand même. Oui, enfin, mais c'est un lieu un peu spécial, parce que pour le chrétien, ça c'est un lieu de jugement. Guinée, il n'y a pas de jugement. Oui, il n'y a pas de jugement, non. Personne n'est jugé, il n'y a pas de Mais il n'y a pas que les religions judéo-chrétiennes. Il y a d'autres religions orientales où la contradiction est admise. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans le vaudou, il y a justement l'acceptation des contradictions, comme on le voit, par exemple, dans le Tao. Alors que, justement, judéo-chrétien, quand j'ai écrit mon livre « À couleur de l'aube », j'ai dit, si vous abordez ce livre-là avec les valeurs judéo-chrétiennes, vous n'allez rien comprendre. Parce que, par exemple, c'était une famille qui doit survivre dans une ville, une famille pauvre. Vous allez leur dire, tu ne voleras pas, tu ne ceci. Alors qu'on est dans la culture de la survie. On n'est pas dans la culture de la vie. La culture de la vie, vous vous réveillez, vous savez que vous allez donner à manger à vos enfants. Vous savez qu'au bout du mois, vous allez pouvoir payer l'école, enfin, ou même l'école est gratuite. Ça n'a rien à voir avec être dans la culture de la survie. Donc, si cette personne travaille chez quelqu'un et qu'elle prend un peu de sucre pour ses enfants, tu ne voleras point, franchement, non. C'est pour ça que... Et c'est intéressant de voir que la religion elle-même correspond à quelque chose. La religion vaudou, c'est une religion qui permet justement d'accepter qu'on n'est pas un. Et c'est bien, parce que le monde, on est tous complexes de toute façon. Alors, maintenant, pour ces toutes. Moi, je l'ai compris comme une sorte de zombie. Non. Ah, c'est une sorte de zombie. Enfin, c'est intéressant que maintenant, dans le texte Orcel, l'homme animal, il y a une femme morte qui parle aussi. D'abord, je ne sais pas si c'est un phénomène ou pas, mais c'est intéressant qu'il y a ces personnages. Vous voyez, la question du zombie, c'est intéressant. Pas ce qui se passe à Hollywood maintenant, parce que ça, c'est des zombies qui sont des carnivores, qui mangent les cheveux. Non, c'est pas ça. Je trouve fascinant le fait que quelqu'un peut exister dans un état où il perd les points de départ. Il ne peut jamais redevenir ni vivant ni mort. Donc, cette personne reste dans cet état sans une identité stable et voué à une sorte d'errance aussi. Donc, je me demandais si c'est tout quand j'ai commencé à écrire, on va devoir un petit peu effeuiller le mystère, mais bon. Elle est là. Il lui est arrivé quelque chose. Et je voulais que ce soit elle qui remonte les 4 générations. Donc, voilà, elle est là, entre 2 états. Et dans la religion vaudou, justement, tant qu'on n'a pas encore fait la cérémonie du Dessounet, vous êtes dans un état entre les deux. Vous n'êtes pas encore complètement mort.
quand j'ai appris ça, je me dis, oulala, les dieux sont avec moi, parce que ça correspond tout à fait à ce que je veux dans le livre. Donc c'est une belle conversation, c'est une coïncidence énorme. Donc je dis, bon, c'est tout à fait ce que je voulais. Et elle peut encore, parce qu'elle est entre les deux, elle est dans une sorte de limbe, quand on dit dans la religion catholique, dans les limbes. Et d'ailleurs, l'histoire s'arrête une fois qu'on aura fait la cérémonie, où on aura coupé les ongles, les cheveux, c'est fini. À ce moment-là, elle est morte. Elle va dans le royaume des morts, à ce moment-là, elle deviendra peut-être quelqu'un qui protégera la famille, etc. Mais tant qu'elle n'a pas encore, elle est dans les 3 jours, les quelques jours où elle peut encore raconter l'histoire. D'accord. Enfin, donc c'est exactement là qu'elle se trouve en racontant le livre. Alors, cela dit, je pense, je m'attends en disant que le titre du livre vient d'elle. Absolument. C'est d'elle. Oui, Bain de lune. Oui, Bain de lune. Et je voulais juste poser une question sur cela, parce qu'il y a un lyrisme puissant dans le livre. Et je crois que ce lyrisme, c'est comme ça que j'ai lu en tout cas, ce lyrisme est lié à ta façon de montrer comment les gens vivent leur paysage, c'est-à-dire en dehors de la religion, etc., comment d'une manière plus humaine et personnelle et individuelle, les gens, comment ils voient la lune, comment ils voient la mer, comment ils voient la terre, etc. Et ça revient souvent dans le texte. Donc, c'est toute qui dit que un jour, j'ai senti le froid de la lune sur mon ventre de fille, comme un bain. Je ne l'ai jamais oublié. Abner, son frère, n'est-ce pas, est bien plus grand que nous tous. Il est le seul à m'accompagner dans la nuit, à prendre avec moi ces bains de lune, à goûter la sauvage beauté, le violent mystère de la nuit. Alors, donc pour moi, il y a cette dimension du livre aussi, c'est-à-dire comment on habite un espace. Absolument. Et on l'habite poétiquement, apparemment. Eh bien, encore ce matin, quand j'étais à l'université, on disait, le véritable habité, c'est l'habité poétique. C'est Heidegger qui disait ça. Ouais. On habite le monde de tellement de façons qu'on violente ce monde. On a perdu ses repères. Est-ce que le premier vrai habité, ce ne serait pas de le réhabiter poétiquement? C'est-à-dire avec le respect, la beauté. Donc c'est une question, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Heidegger l'a dit avant moi. Donc oui, c'est une question essentielle. Parce qu'aujourd'hui, si on a même les dérèglements climatiques, c'est parce qu'on a perdu le sens de la beauté. Quelqu'un comme Virilio, qui est un philosophe, il parle de vitesse et politique. Il dit que le mot ars en latin, qui est là, est le même mot que techné en grec. Donc la technique peut être quelque chose de bon. Mais on a perdu ce sens, justement, dans les sociétés où c'est la vitesse, où c'est une modernité effrénée, le capitalisme, tout ça. Donc, tu conseilles les bains de lune. Ah, mais ça ferait du bien, oui, je suis certaine de ça. Alors, donc, peut-être, avant d'ouvrir le... Oui. L'étranger, je serais... dont tu as parlé au début, je dois vous dire que la lettre dont je me suis servi dans l'étranger, c'est une lettre réelle que j'ai transformée. Ah bon? Parce que mon beau-père était l'avocat d'une famille, et c'était une grande famille de la bourgeoisie, et dont un des fils était venu à l'époque des guérilleros à la Che Guevara. Il y a toute une époque, 68, 70, était venu avec de très bonnes intentions. Mais ils ne se sont pas rendus compte, d'ailleurs un peu comme Che Guevara aussi, qu'ils étaient formatés d'une certaine façon qui faisait qu'ils ne comprenaient pas la paysannerie. Ils étaient coupés, en quelque sorte. Et moi, quand j'ai lu cette lettre, cette vraie lettre, qui n'est pas celle que j'ai transformée, je me suis dit, mais ce jeune homme a été à des années-lumière de la paysannerie. Et le prêtre français qui vit avec les paysans depuis 20 ans est plus proche des paysans que lui. Oh, il a fait un enfant avec lui. Il y en a beaucoup, hein? Absolument.
fête catholique. Donc finalement, l'identité, c'est quoi? C'est la proximité. Qu'est-ce que tu as partagé avec moi? De mon expérience quotidienne, de ma vie. Évidemment, il ne va jamais bien comprendre le vaudou. Eux ne vont pas comprendre le catholicisme. Mais l'essentiel, c'est que pour ce prêtre qui a fait du bien, qui était près d'eux, il est plus proche que ce jeune bourgeois, plein de bonnes intentions, mais qui ne connaissait pas ce milieu dans lequel il était ailleurs. Donc, pour moi, c'était une façon aussi de détourner à la fois l'indigénisme et le marxisme. En fait, le heurt culturel est un heurt réel. Quand on se heurte à cette chose-là qu'on ne connaît pas, c'est pas facile de faire un travail de transformation. Ou alors, on le fait sur un long terme, quelque chose de très... À Cuba, mais même encore à Cuba, là, les pratiques religieuses sont là, d'accord. Donc, c'est pas simple de venir et de dire on va apporter de la transformation quand on ne connaît pas le milieu sur lequel on veut agir. Donc, moi, je l'ai écrit avec beaucoup d'émotion parce que je me mettais à la place de ce jeune homme. Et d'ailleurs, eux aussi, ils voyaient que c'était un étranger. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il venait chercher. Ils nous parlent de rêve, mais ce rêve-là, on ne saisit même pas ce qu'il veut dire. L'autre chose aussi, c'est que j'ai voulu montrer, parce que moi j'aime bien le roman comme une sorte d'espace, comme Kundera dit, c'est vraiment l'espace de la complexité. Un des fils est devenu un milicien à Macoute. Oui, oui. Qui a été déchouqué d'ailleurs, le père Leroy. Et là, c'est parce qu'on doit se souvenir aussi que ce régime a tenu, parce qu'il y a eu des paysans tenus par la peur peut-être, qui se sont enrôlés dans la milice. Ça n'aurait pas tenu 30 ans. Et je voulais faire entrer justement ce personnage complexe au milieu de cette famille, pour montrer que souvent la peur peut emmener à des comportements de ce genre. La peur et la précarité. Quand j'ai eu le prix Femina, c'est Lydie Salver qui a eu le prix Goncourt, et elle parlait de l'Espagne de Franco. C'était curieux parce qu'il y avait la même problématique dans le livre. Comment des paysans sont amenés par peur, par nécessité, à entrer dans les milices de Franco. Donc pour moi, c'est une façon parce que les choses ne sont pas manichéennes. Ouais. Elles ne sont jamais manichéennes. Je pense que quand on prend une position politique, ou bien qu'on fait... il faut. Il y a ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais l'espace du roman, ce n'est pas la même chose. Oui. Dans l'espace du roman, on peut arriver à d'autres analyses qui n'empêchent qu'on peut avoir une position politique, un engagement politique. C'est différent de l'espace du roman, pour moi. Oui, enfin, ce qui m'a frappé aussi, par exemple, dans le cas de cette jeune fille de 16 ans, dans le cas de... C'est Fénelon, son nom, celui qui est devenu le milicien? Oui, mais oui, voilà. C'est pas par peur. Il était ambitieux. Il avait... Tu vois, il y a beaucoup de choses. Ambigu. Oui, c'est beaucoup de choses. Et elle aussi... Ce monsieur l'a convoité, mais elle n'était pas juste une sorte de victime. Non. Elle avait... Oui, parce que quand on parle de, souvent, féodalité, oui, c'est un système féodal. Mais pourquoi est-ce que les systèmes, la féodalité en France ou en Europe a duré beaucoup d'années? Le système féodal haïtien dure encore. Parce que c'est pas simple. Parce qu'en général, très souvent, celui qui était le suzerain ou le noble avait des enfants avec des paysans. Tout de suite, ça complique les questions de classe. Ça fait qu'on va être protégé. C'est compliqué. Et la même chose se fait encore dans la paysannerie haïtienne. Donc, voilà. Alors, donc, avant de demander au public de poser des questions, peut-être tu peux lire un passage. Moi? Oui, bien sûr. Parce que je pense que c'est bon d'entendre la voix de l'auteur. Donc, bon, voilà. Tu peux choisir un passage. Alors, j'ai encore les petits... Je vais lire un passage, l'apprentissage. Parce que Dieudonné apprend comment se comporter pêcheur paysan chez les paysans. Alors, il est avec son grand-père qui est un pêcheur. Dieudonné grandit entre la mer et la terre chaude et rocailleuse d'Anse Bleue, apprenant aux côtés d'Orville et de Fénelon à déchiffrer les signes du ciel, à comprendre le langage des eaux, l'alphabet des vents, à distinguer un temps demoiselle, capricieux, d'un temps franchement masqué,
À se rappeler qu'aller en mer, c'est connaître l'heure du départ, mais jamais celle du retour. Car seuls Agoué et Dieu savent. À sortir les bêtes de l'enclos et les emmener boire. À courber le dos, à se briser les reins sous ce soleil qui poisse la peau, sous ces ciels secs qui font jour après jour se fermer le ventre de la terre et pousser la pierraille par-dessus. À caresser le ventre de cette même terre pour qu'elle enfante à nouveau. Vert, dru, doux. À réduire quotidiennement le petit mil en farine dans le grand mortier au milieu du lacou pour l'unique repas du jour. À distinguer les travaux des femmes de ceux des hommes et se faire servir par elles. À savoir laisser les femmes s'envoler comme des hordes d'oiseaux au petit matin et les attendre en silence dans la douceur des crépuscules. À crouler dans le sommeil avec une densité de pierre et une légèreté d'ange pour attendre les visiteurs des songes. Dieudonné s'était fait à l'idée d'avoir 3 pères et 3 mères, parce qu'en Haïti, ce n'est pas la famille, maman, papa. C'est très compliqué. Un père proche, Orville, et un autre plus lointain, Fénelon, et un père dont on ne lui parlait jamais. 3 mères, Hermantia, Silianise et une absente, Olmen, dont il rêvait quelquefois. Elle arrivait de la mer ou des terres derrière les montagnes, vêtue de blanc, et descendait une échelle pour s'approcher de lui, qui tendait les bras, puis elle s'évanouissait dans un grand nuage blanc. Dieudonné surprenait souvent sa grand-mère Hermantia en train de lancer un dernier coup d'œil à l'horizon avant de fermer la porte de la case à la tombée de la nuit. À croire qu'elle attendait quelqu'un. À croire qu'Olmen ou Léostène allaient revenir comme ils étaient partis, sans prévenir, sans bien à transporter, avec pour seul bagage des pieds assez solides pour marcher jusqu'au rêve qui les avait appelés. Elle imaginait ces mêmes pieds, robustes comme elle les aimait, les ramenant vers l'enfance, les ramenant dans le lacou. Dieudonné grandit avec les mêmes peurs que nous, celles des esprits errants, des mauvais sorts, des paquets rangés à la croisée des chemins, et apprit les incantations pour convoquer les invisibles, les simples pour pétrifier les diables et les psaumes pour affronter toutes les menaces. Le Seigneur est mon berger, s'il est avec moi, qui sera contre moi? Et Dieudonné ne lâchait jamais des yeux son grand-père, Orville, quand il tournait, broyait, malaxait, et amalgamait des herbes étranges, des écorces rares et des débris obscurs jusqu'à les réduire en un onguent lisse et clair. Ni quand il préparait les bains de chance avec des fleurs, des fruits, des épices et de l'eau Florida pour des promesses qui faisaient briller les yeux des visiteurs. Dieudonné tissa des liens dans le partage de tout avec tous. Partage toujours inégal, comme les doigts, mais qui faisait que nous tenions ensemble comme une seule main. Comme nous, il partagea jusqu'à ses rêves au réveil et écouta chacun y aller de son interprétation. À mesure qu'il affrontait le monde, tous, père, mère, oncle et tante du lacou, nous lui apprenions à maîtriser l'art d'être invisible. Et c'est toute une stratégie du paysan. Vous pensez que je n'existe pas? Ben, je vais me rendre encore plus invisible pour que vous n'ayez pas de prise sur moi. Et cette stratégie est souvent, je dis, beaucoup plus forte que l'affrontement brutal. Pauvre, malheureux et par-dessus tout invisible. Invisible au danger qui guette, à toute prise des plus puissants et de tous ceux qui ne sont pas du lacou. On doit croire, Dieudonné, que tu n'existes pas. Tu dois te faire plus petit que tu ne l'es déjà. Invisible comme une lampe dans l'incendie de l'enfer. Et puis là, une chanson vaudou, nous c'est la fumée, n'a passé dans mi-temps eux ou pas point. Nous sommes comme la fumée, nous passerons au milieu d'eux et ils ne nous verront pas. Fabuleux. Enfin, j'étais aussi frappé. Enfin, la question du silence. Silence et invisibilité. Ah ben oui. Mais le silence est très paysan. Et pas seulement en Haïti. Le paysan est très silencieux. Parce qu'il regarde. L'invisible, oui. Dans ce monde que les gens pensent habiter, oui, la peur de la nuit, c'est une chose courante. Les invisibles, c'est que tout est animé. Tout est... Les arbres sont animés. On peut, par exemple, le mariage mystique. Il y a quand même un personnage qui épouse une divinité. La divinité n'est pas là, on ne va pas la voir. Et elle l'épouse. Donc les invisibles sont très présents. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça renvoie à la stratégie d'invisibilité aussi des paysans.
qu'il y a une stratégie qui est là depuis le départ. Voilà. Bon, donc on a un public très visible. Oui. Heureusement. Des questions à nous poser. Donc voilà,